est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le tribunal de grande instance de Louga annonce l'ouverture d'une information judiciaire suite à l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital Maguette-Lô. Le docteur Abdou Sarr et deux de ses collègues sont visés pour imprudence et négligence présumée dans le drame qui a conduit à la mort de 4 nouveau-nés. Alors que le docteur Abdou Sarr peut compter sur le soutien du SAMES de Louga, le président de SOS Consommateurs demande à ce que la loi soit strictement appliquée. Et puis à Fannes, le centre hospitalier des enfants Albert Royer prend les devants et s'apprête à démolir le bloc de chirurgie qui menace de s'effondrer depuis plusieurs années. Les travaux de démolition devraient bientôt démarrer. Les détails en début d'édition. Projet de redécoupage territorial et administratif dans la région de Dakar, une logique de réparation pour le gouvernement, un règlement de compte pour l'ancien ministre Aliousso qui accuse le gouvernement d'instrumentaliser des départements à des fins politiques. L'ancien ministre de la décentralisation s'est exprimé au micro de la rédaction. Une nouvelle carte qui se dessine donc pour la région de Dakar avec la commune de Keur-Massar qui devrait bientôt être érigée au rang de département. Une promesse du chef de l'État qui remonte au mois de septembre 2020, alors que les populations de Keur-Massar subissaient des inondations importantes. Nous y reviendrons dans ce journal. Le dossier culture de ce vendredi, ce soir, direction le musée Théodore Monod d'art africain. Sur place est exposé un chapelet géant composé de 700 kilos de bronze. Il a été créé par l'artiste plasticien Mbaye Babacar Diouf qui a souhaité rendre hommage à la religion et à la spiritualité. Rencontre avec l'artiste en fin d'édition. Voilà pour les titres, restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Incendie à l'hôpital Maguette-Lô de Linguère. Mercredi, le tribunal de grande instance de Louga a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Elle vise l'ancien directeur, le docteur Abdou Diouf, une infirmière chargée de la surveillance de la salle de néonatologie et la chef du service de pédiatrie. La section lougatoise du syndicat autonome des médecins du Sénégal a annoncé son soutien indéfectible au docteur Abdou Sarr et à ses deux collègues. Pour le président de SOS Consommateurs, maître Marsorna Kane, il s'agit d'un homicide involontaire et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Fatou Bintou Conté. Il y a ce qu'on dit dans le code pénal, l'homicide involontaire. C'est l'article 307 du code pénal qui prévoit des sanctions de 6 mois à 5 ans. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrête pas les gens qui sont concernés. Les sanctions administratives n'ont rien à voir avec ce que le parquet a fait. Le parquet a initié une procédure, une information, et je félicite le parquet. C'est ce qu'on attendait du parquet. Maintenant, eux, c'est un réflexe de solidarité, ça peut se comprendre, mais ils ne peuvent pas s'opposer à ce que la loi soit appliquée, dans toute sa rigueur. Je vous le disais en titre, au centre hospitalier des enfants Albert Royer, le bloc chirurgie va être démoli. Depuis plusieurs années, le bâtiment est dans un état de délabrement avancé et menace de s'effondrer. Afin d'éviter un nouveau drame dans un établissement hospitalier, des travaux s'imposent. Les explications de la direction de l'hôpital dans ce reportage signé Fatima Touré et Youssou Baro. Ce bâtiment que se trouve le service de chirurgie à Albert Royer, l'édifice dans un état de délabrement depuis quelques années comporte pourtant 39 lits d'hospitalisation. Pour assurer une meilleure sécurité aux enfants dans cette structure, un déménagement s'impose. Le bloc de consultation sont en train de délocaliser et tous les enfants qui sont hospitalisés, qui vont être opérés ou qui sont hospitalisés, vont être réhospitalisés dans 3 ou 4 bâtiments qui ont été déjà identifiés.
À la question de savoir si cette décision de délocaliser le service chirurgie est due aux événements malheureux qui se sont passés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, le président de la commission médicale répond: l'événement malheureux qui s'est passé à Linguère n'a pas, disons, influencé notre décision. C'est une décision qui avait été prise par les autorités après vraiment un diagnostic par les autorités de la sécurité civile. Une décision qui vient à son heure, nous dit le représentant du personnel. Non, juste une petite perturbation par rapport aux activités que nous menions peut-être avant. Comme on travaille avant, ce n'est plus possible parce que le local dont nous disposons n'est pas très adéquat pour prendre tout en charge. Mais on va essayer de se débrouiller, on va essayer de voir comment s'adapter. Pour l'heure, beaucoup de services sont déjà aménagés pour accueillir le personnel et les enfants malades en attendant la démolition de ces bâtiments. Zéro évacuation sanitaire de la région de Ziguinchor vers la région de Dakar. C'est l'objectif que s'est lancé la directrice générale des établissements de la santé du Sénégal. Le docteur Fatoumbaye Silla était en déplacement à l'hôpital régional de Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Boubacar Diassi. Juste pour évaluer l'hôpital, connaître les contraintes pour le fonctionnement de la structure, les différents services, les contraintes en matière de ressources humaines, les contraintes en matière d'équipement, les contraintes en matière d'organisation des soins. Bien entendu, il y a un gap qu'il faudra combler en matière de spécialistes. Pour le moment, il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur, non, pas encore de cardiologue. L'anesthésiste réanimateur qui manque, c'est parce qu'au niveau du Sénégal, actuellement, nous avons un gap à combler. Il n'y a pas d'anesthésiste. Ils ont l'opportunité, ils ont l'engagement, je crois. Et toutes nos excuses pour cet incident technique, un élément sur lequel nous tenterons de revenir avant la fin de cette édition. Le collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique dénonce la précarité dans laquelle vivent les jeunes pharmaciens. Le collectif évoque les conditions d'ouverture de pharmacie et accuse le ministre de la Santé de privilégier les syndicats au détriment des jeunes pharmaciens. Pour le président de l'Ordre des pharmaciens, tous les pharmaciens ne peuvent pas ouvrir des officines qui sont déjà en surnombre au Sénégal. Ces propos dans ce reportage, il est signé Chérif Dia et Youssou Baro. Le président de l'Ordre des pharmaciens ne fait pas dans la langue de bois lorsqu'il s'agit d'apporter la réplique aux membres du collectif pour la défense de la profession. Mais tous les pharmaciens ne peuvent pas devenir effectivement des pharmaciens d'officine. L'officine connaît aujourd'hui un niveau de saturation et cela s'explique à travers même l'épanouissement de ces pharmaciens-là qui opèrent dans ce secteur, qui fait Dakar Plateau, pour quand même donner une petite illustration, qui est à 44 000 et quelques d'habitants. Dakar Plateau compte pratiquement 53 officines de pharmacie. Alors que la réalité serait effectivement d'organiser et de permettre 8 officines de pharmacie si on tenait compte tout simplement de cette rigueur-là. À son avis, le Sénégal fait mieux que ses voisins de la sous-région en matière d'ouverture d'officines de pharmacie. S'il faut tenir compte de la Côte d'Ivoire qui fait presque 26 millions d'habitants, ne compte que 1085 officines de pharmacie. Le Burkina Faso qui fait également 20 millions d'habitants, 21 qui compte également 320 officines de pharmacie. S'il faut prendre l'exemple également du Mali qui fait également presque 20 millions, ils sont à 806 officines de pharmacie. Une chose est sûre, hormis l'ouverture d'officines, il est aussi important d'offrir d'autres perspectives aux jeunes diplômés. Il y a un pan qui est réservé à la profession et qui consiste quand même à faire appel à des assistants. Maintenant, il va falloir mieux l'organiser et faire de telle sorte que ces pharmaciens assistants aussi puissent quand même s'épanouir correctement. Il est du devoir de l'État de revoir un peu la politique de formation des jeunes en direction du secteur de la pharmacie. Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour les membres du Codifarm car la direction de la pharmacie ne délivre plus d'autorisation depuis 2018, elle qui a déjà sur sa table plus de 500 demandes en attente. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal qui était l'invité de la matinale de ce vendredi. On parle de toute autre chose à présent, de la mise en place d'une ligne d'interconnexion par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Un projet qui doit relier les réseaux électriques du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. 5 régions du Sénégal sont traversées par cette ligne électrique et de nombreux éleveurs ont subi les conséquences de l'aménagement des différents
différentes structures. Afin de dédommager ces éleveurs, l'OMVG a mis à leur disposition 18 millions de francs CFA qui vont leur permettre de vacciner leur bétail. Plus d'explications avec Ibrahima Diamé. Les échantillons composés de plusieurs doses de vaccins vétérinaires ont été présentés au gouverneur de région. L'OMVG a voulu compenser tout ce qu'il a provoqué comme dégâts dans le cadre de l'installation de sa ligne d'interconnexion électrique qui a traversé 5 régions au Sénégal. Le projet énergie de l'OMVG, via son plan d'action et de réinstallation a prévu la compensation de plusieurs types de pertes, notamment les pertes de culture. Nous avons les pertes de structure. Nous avons également les pertes d'arbres forestiers et aujourd'hui on est là réunis pour gérer le cas des pertes de pâturage, c'est-à-dire les pertes fourragères qui vont à l'endroit du bétail. Une enveloppe de 18 millions de francs CFA a été décaissée par l'organisation pour vacciner au total 150 000 bêtes. Le gouverneur de région, Aline Padrambeng, qui s'en réjouit, décline la part de la région de Kaolack. Dans notre région, il s'agit de 22 villages et hameaux qui sont traversés en mettant à leur disposition 13 558 doses de vaccins. Dès après réception, précise le gouverneur, les opérations de vaccination seront enclenchées au grand bonheur des éleveurs dont beaucoup d'entre eux ne s'y attendaient pas. Profitable aux éleveurs, mais profitable aussi aux animaux qui vont recevoir le vaccin. Ça va aider à neutraliser certaines maladies. La vaccination du bétail, c'est bien, mais l'alimentation est bien meilleure. Les éleveurs demandent aussi de l'aliment de bétail pour la période de soudure. Et puis cette information à présent, la police sénégalaise en deuil ce vendredi. Le commissaire central de la police de Tambacounda, Ousmane Diédiouf, est décédé ce matin à l'hôpital régional de Tambacounda. L'annonce a été faite par le gouverneur Oumar Mamadou Baldé lors d'une rencontre sur la revue annuelle de l'éducation et de la formation. Direction la ville de Thiès où s'est tenue ce vendredi la présentation de la revue régionale du système éducatif pour l'année 2020. Effectifs surchargés, manque de salles de classe et de professeurs, parents d'élèves et syndicats d'enseignants étaient réunis à la gouvernance de Thiès afin d'énumérer les nombreux problèmes du système éducatif. L'inspecteur d'académie de Thiès annonce la prise de décision majeure. Cher Anta Diop et Seyla Tire. Des enseignants, acteurs de l'éducation, n'ont pas manqué d'aborder les difficultés. Ainsi, ils ont fait constater beaucoup de problèmes liés aux conditions d'enseignement des élèves. Nous avons le seul lycée au niveau de Thiès commune qui a un cycle long, en l'occurrence le lycée de Mennefa. De la 6e jusqu'à la terminale, plus de 2000 élèves sont concentrés dans des bâtiments, avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Mais il faut nécessairement construire des salles de classe au niveau de Thiès. Nous avons un problème de foncier. On ne peut plus trouver des terrains pour construire des salles de classe. L'inspecteur d'académie de Thiès a annoncé beaucoup de décisions pour prendre en charge les préoccupations des apprenants. Nous avons annoncé la construction de lycées dans le cadre du projet ADEM Dakar, notamment le lycée de Sali où 4 salles de classe seront construites. Le lycée de Medina Fall, le lycée de Kilmaha, clé en main également. Il y a également des écoles élémentaires qui seront construites. Le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du recrutement des 5000 enseignants, a pensé mettre à disposition de l'Académie de Thiès des enseignants qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de résorber ce gap. Malgré les difficultés notées, l'inspection d'Académie de Thiès a enregistré de bons résultats lors des différents examens. Nous avons fait quand même un bond assez qualitatif, aussi bien au niveau du CFE, du BFM comme du baccalauréat. Et les taux même souvent sont presque doublés. Ce qui fait dire que la qualité de l'éducation est le leitmotiv de l'inspection d'académie de Thiès. Parlons à présent de ce projet du gouvernement sur la division territoriale de Dakar avec un redécoupage de Diamniadio, Keur-Massar, Rufisque, Bambilor et Sangalkam. Un projet qui, d'après le gouvernement, s'inscrit dans une logique de réparation de certaines injustices. Du côté de l'opposition, la pilule a du mal à passer. L'ancien ministre Aliou Sow parle de règlement de compte et accuse le pouvoir d'instrumentaliser des départements à des fins politiques. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Sodian. L'actualité ces derniers jours, c'est aussi cette départementalisation annoncée, une nouvelle configuration qui, de l'avis de certains observateurs,
à des relents politiques. Le ministre en charge du secteur a en face certains des acteurs politiques de son parti et qui se sont affranchis de sa tutelle politique et qu'il va apprivoiser ou réprimer de la pire des manières. Il a détaché de la commune de Bambilor plusieurs villages, il parle de 5, c'est plus, si on ajoute les cités et autres, pour les rattacher à sa commune, lui, dont il est le maire Sangalkam. L'ancien ministre de la décentralisation, sous le président Abdoulaye Wade, dénonce et craint des conséquences lourdes pour ces localités. Presque 60% des recettes fiscales, celles et autres, de la commune de Bambilor, se trouvent dans ces zones qu'il a rattachées à sa commune et laissant l'essentiel des populations au niveau de la commune de Bambilor. Bambilor plus peuplée, perdant la quasi-totalité de ses recettes au profit de la petite commune de Sangalkam et qui se renforce en termes de recettes fiscales, en termes d'assiettes foncières, entre autres. Aliou Sow propose un nouveau schéma pour agir vite. Il est important aujourd'hui de rééquilibrer, remembrer, réorganiser tout cela, mais dans une dynamique assez technique, assez bien motivée, et non pas ces découpages à la carte là. En attendant, la polémique continue, des réunions et des consultations prévues. Cette idée du chef de l'État reste un sujet à discussion. Nous restons avec ce projet de redécoupage territorial et administratif. Une nouvelle carte se dessine donc pour la région de Dakar et la commune de Keur-Massar devrait prochainement devenir un département. Une promesse que le chef de l'État avait faite aux populations de Keur-Massar lors des inondations qui ont touché la localité au mois de septembre 2020. Plus de détails dans ce récit. Il est signé Mame Biram Diouf. Changement majeur à travers la nouvelle carte annoncée à la hauteur et des exigences des objectifs de développement durable et local visés, les territoires du département de Rufisque revus par la création d'un arrondissement supplémentaire, celui de Diamniadio, pour communes Yen, Sébikotane et Diamniadio. Médina Thioub sera rattaché à la commune de Sangalkam et Niakourab à celle de Tivaouane-Peulh et Niaga. Diakhaï rejoint le département de Keur-Massar, nouvellement érigé donc, ce qui donne aussi l'érection en arrondissement de Sangalkam et Diakhaï. Keur-Massar, en département, va englober la commune de Diakhaï, parcelle Niakourab créée en 2011 et du département de Rufisque. Autre changement, c'est la commune de Bambilor qui va se retrouver avec 14 villages au lieu de 19. Puisqu'elle perd Kounoun Galap, Keur Daoudassar, Keur Ndiaïlo, Cité, Baba Guissé. 5 villages à rattacher désormais à la commune de Sangalkam. L'avis des élus locaux à prendre en compte pour être en phase avec le Code général des collectivités territoriales. En procédure d'urgence, informe le sous-préfet de Bambilor. Se tient donc ce vendredi un conseil municipal et le report du procès verbal le 10 mai. Après le redécoupage territorial et administratif, parlons de la numérisation et de la digitalisation de l'état civil, un projet de 18 milliards de francs CFA qui devrait démarrer très prochainement au Sénégal. D'après le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, la construction des nouveaux centres d'état civil va bientôt démarrer. Ce vendredi, Oumar Gueye présidait le lancement de l'évaluation complète des systèmes et des statistiques de l'état civil. D'après le porte-parole du gouvernement, toutes les composantes du système administratif seront interconnectées. Écoutons le ministre Oumar Gueye, il est au micro d'Al-Hassan Ba. Avec les partenaires au développement, l'Union européenne, sur instruction du président Macky Sall, nous avons pu avoir un projet très ambitieux et important de 18 milliards pour la numérisation et la digitalisation de l'état civil. Nous sommes dans une phase très active. Et très bientôt, sur le terrain, les constructions des centres d'état civil vont démarrer. Et la partie soft, nous travaillons en interministériel avec tous les ministères concernés, le ministère de l'Intérieur, évidemment, le ministère de l'économie numérique, et les autres ministères des Affaires étrangères, de la justice, pour qu'ensemble nous puissions avoir un système intégré pour l'état civil, une interconnexion de tous les centres et de toutes les administrations en utilisant au maximum le data center qui est à Diamniadio
Et cela nous permettra d'avoir des documents fiables, sûrs, sécurisés, et ces documents vont contribuer à la disponibilité des documents d'état civil en vue d'une identité numérique unique. Alors qu'il était en déplacement dans la commune de Nianing, l'opposant politique Guy Marius Sagna a été attaqué. L'activiste accuse les militants du chef de l'État d'être à l'origine de son agression. Le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, lui invite Guy Marius Sagna à porter plainte. Selon lui, Guy Marius Sagna devrait être protégé par l'État du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Habib Faye. C'est inadmissible dans une démocratie comme celle du Sénégal qu'on puisse vraiment assister à des actes de cette nature. Cette violence-là, elle doit être bannie. Et plus que bannie, elle doit être surtout éradiquée. Parce que quand même, nous avons vécu en mars dernier vraiment des événements pour dire que c'est banni par notre loi fondamentale. Guy Marius Sagna a le droit. Et notre constitution lui donne le droit d'aller n'importe où au Sénégal. C'est la justice qui doit faire son travail. Et c'est l'État qui doit être extrêmement ferme par rapport à la violence politique. Et de crier notre indignation, notre révolte. Et demander à la justice. Nous ne commandons pas la justice. C'est à la justice sénégalaise de faire son travail, d'enquêter et de trouver les responsables et de les punir conformément à la loi. Il faut que Guy Marius Sagna porte plainte, il faut que cette plainte soit soutenue et qu'une enquête soit ouverte. Nous parlions il y a quelques instants du redécoupage administratif et territorial de la région de Dakar et cette information qui vient de nous parvenir, les populations de Bambilor ont manifesté pour montrer leur désaccord face à ce projet de découpage administratif de certaines circonscriptions dans la région de Dakar, dans la commune de Bambilor et environ. Ces populations ont bloqué la circulation, brûlé des pneus pour dire non à ce projet. À noter que la réunion du conseil municipal convoquée par le sous-préfet de Bambilor pour avis sur ce nouveau découpage se tient dans la salle de délibération du conseil municipal de Bambilor. Nous y reviendrons au cours de cette édition si de nouvelles informations nous parviennent. 1,83 milliard de francs CFA, c'est la somme que réclament les cheminots de Thiès à l'État du Sénégal. Depuis plus de 5 ans, ces travailleurs revendiquent le paiement de leurs indemnités de salaire. Ils ont tenu un sit-in ce vendredi. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il est au micro de Charanta Diop. Nous sommes réunis aujourd'hui en Assemblée générale des extemporaires de l'ex-régie des chemins de fer, composés des travailleurs du petit train de banlieue, des travailleurs de l'ex-DBF et des agents cheminots à la retraite qui font presque plus de 1500 pères de famille. Le dossier des ex-temporaires est un dossier qui a été traité depuis 2019 à la suite du paiement par analogie des 29 camarades. Et en ce temps, l'ex-premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne, avait instruit le secrétaire d'État au réseau ferroviaire de faire une lettre adressée à l'agent judiciaire de l'État pour liquider les 3 dossiers qui étaient en instance au niveau de l'agent judiciaire de l'État. Ce qui est actuellement inquiétant, les 2 dossiers ont été liquidés, à savoir les faisant fonction, le dossier de l'IPRES des déflatés, le dossier des extemporaires, qui était le 3e dossier, traîne jusqu'à présent. Si nous avons toujours géré, c'est parce qu'on avait confiance. On attendait du jour au lendemain qu'on nous dise que voilà, votre argent est là. Nous interpellons le président de la République qui avait donné l'ordre depuis 2019 pour qu'on évacue tout ce qui est dossier au niveau de l'ex-régie des chemins de fer. Il ne reste que ce dossier des ex-temporaires. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous paye notre argent. C'est qu'on trouve une solution définitive à la situation des chemins de fer. Bientôt, un poste de sécurité frontalier à Keur Alassane Diallo, une localité située à la frontière sénégalo-gambienne. Un projet du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. La pose de la première pierre a eu lieu ce mercredi. Objectif, renforcer la sécurité dans la localité de Keur Alassane Diallo. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey pour les détails.
Situé à seulement quelques pas de la Gambie, le village de Keur Alassane Diallo est un point de passage privilégié des voyageurs gambiens et sénégalais. L'insécurité et l'attente dans ce village de la commune de Kour-Sambagay, et pour y mettre un terme, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers va y implanter un poste frontalier mixte. Le coût de la réalisation de l'infrastructure est de 70 millions de francs CFA. La coordination nationale, avec l'onction du ministre chargé du développement communautaire, en a fait une priorité en l'inscrivant dans le PTBA de 2021, et ce qui a permis aujourd'hui de démarrer en tout cas la réalisation de ce poste. Ce poste mixte, qui sera composé de bureaux au rez-de-chaussée et de logements à l'étage, va abriter les services de la police des frontières et ceux des douanes. Une vieille doléance des habitants de ce village frontalier est donc honorée. Je suis ici présent au nom du général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, qui est le président de la Commission nationale de gestion des frontières. Donc chaque fois que nous sommes venus, les populations nous ont donné des doléances, en termes sécuritaires, en termes de mobilité et de désenclavement. Nous avons toujours transmis ces doléances. Et donc si aujourd'hui nous assistons à la pose de la première pierre du poste frontalier, que ça veut dire une partie des doléances qui ont été transmises et en train d'être résolues. Et au total, 189 infrastructures seront construites dans les zones frontalières du Sénégal. Dans le cadre du programme de réalisation des 189 infrastructures de sécurité, la coordination nationale a déjà démarré les travaux de construction du poste frontalier de Demet. D'autres ont été réalisés dans les régions frontalières. Des autorités gambiennes ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux de réalisation du poste frontalier mixte de Keur Alassane Diallo. Plus que quelques jours avant la célébration de la fête de la Korité, cette année, les couturiers et les vendeurs de tissus ont été fortement touchés par la crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus. Pour ces travailleurs, la fête de la Korité est l'occasion de compenser les pertes de ces derniers mois. À quelques jours de la fin du mois béni de Ramadan, pas une seule minute de répit pour les couturiers qui finalisent leur dernière commande. Suivant ce dossier, il est signé Habib Faye et Modou Diop. À quelques jours de la Korité, beaucoup se précipitent pour se faire belle. La course à la belle tenue est ouverte. Les tissus en vogue cette année sont les filafili, les super 100 entre autres. Au marché Wokam, les clients font leur choix pour être attirants le jour de la fête. En face de cette boutique se trouve une mercerie. Ici, les nouvelles garnitures font jaser. Parce que ñun ngay ñëw indi sa tissu won ñu wala na la couleur bi mo koy génné couleur bi mo ci def wala tendance bi li la ndax jigéen ñi duñ des fois duñ xam lan mo xew dañuy ñëw laaj la instant yi lan mo xew yow yaa ndiginal garniture ne la bi mo ci dem bi ngay def taille basse wala grand boubou. Le tissu seulement ne suffit pas, mais il faut obligatoirement un tailleur qui assure la belle coupe. Fête bi wa ñing koy préparer. Mais xam nga ni tailleur mu ñuy préparer fête mom da fay metti quoi ñepp ngi ci préparation yi mais yaa ngi ci kaw machine yi ci waar bi xam nga fête lu ci bari dal daf lay ci recc quoi. Sénégalais dañu bëgg solo ak simiku mënu ñoo ñak solo mënu ñoo ñak simiku nit ñi ngi ñëw machallah buñ amul luñ mënta ñak mais yéré duñ ko ñak nañ sol lu rafet té dinañ force nit ñi nañ dem ci baye mode création mu créer ñu ngi ci liggéey bi clients yi ñi ngi ñëw ñi ngi ni ñawi ñi ngi ñaw. Moi mon travail c'est de coudre les tenues tradi moderne, on peut le dire costume africain, on appelle ça costume africain, moi je fais coupe homme. Les clients arrivent tardivement, c'est ça qui pose problème. Donc nous, après notre calcul, c'est pour cela qu'on a limité, on a arrêté de prendre des comptes. Parce que si on continue à prendre, on ne va pas terminer les travaux à l'heure. Ces deux tailleurs assimilent la tradition et la modernisation, d'où le pseudonyme Tradi Moderne. Bon, les commandes viennent vraiment bien. Moi, personnellement, dans notre atelier, on reçoit des clients. En ce moment que je vous parle, depuis une semaine, on a arrêté de prendre des commandes parce qu'il y a beaucoup de commandes ici. Le travail aussi, ça va. Je travaille bien avec des jeunes dynamiques, des jeunes vraiment qui aiment le travail. Plus tard, si nous avons 2 jours, il faut que nous livrer tout. Tous ces acteurs poussent un ouf de soulagement après avoir vécu une période fatidique de Covid-19. 2021 leur va à merveille, disent-ils, après la levée des mesures de restriction. Chacun enregistre des bénéfices.
L'actualité internationale à présent avec l'harmonisation du coût du test Covid-19 dans les pays de l'UMOA, la colère des étudiants de l'université de Niamey au Niger et puis cette fusillade sanglante entre des trafiquants de drogue présumés et la police brésilienne. C'est parti pour l'actualité internationale, c'est avec Daniel Diouf. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a revu et harmonisé le coût du test Covid-19 dans les 8 pays de l'espace. Elle fixe désormais le coût de ces tests à 25 000 francs CFA pour tous les voyageurs utilisant le transport aérien. Les étudiants de l'université de Niamey sont sortis ce vendredi pour exprimer leur colère, fatigués d'attendre des promesses gouvernementales qui peinent à se concrétiser. Ce matin, ils ont brûlé des pneus et bloqué le pont Kennedy reliant la rive droite à la rive gauche en passant par la cité universitaire. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative comportant plusieurs points dont le paiement d'environ 10 mois d'arriérés de bourse, l'amélioration du cadre de vie et d'études, le manque d'enseignants-chercheurs, le déficit de logements universitaires, entre autres. Les négociations avec les nouvelles autorités n'ont pas abouti. L'Union des étudiants de l'université de Niamey menace de durcir le mouvement dans les prochains jours. Et puis cet avertissement des autorités algériennes pour dénoncer certains mouvements subversifs qui exploitent l'activité syndicale pour appeler à la rébellion. Un avertissement qui survient après que les autorités ont suspendu 230 sapeurs-pompiers qui ont manifesté dimanche pour exprimer leurs revendications salariales et socio-professionnelles. Le ministère de l'Intérieur a qualifié cette manifestation de complot fomenté par des partis hostiles à l'Algérie. Une fusillade sanglante entre des trafiquants de drogue présumés et la police brésilienne a causé jeudi la mort d'au moins 25 personnes, dont un policier, à Rio de Janeiro. C'est lors d'une descente de police, l'une des opérations des forces de l'ordre les plus meurtrières de l'histoire de la région. Merci Daniel Diouf pour l'actualité internationale. Un chapelet géant, c'est le sujet de la rubrique Culture qui ce soir s'intéresse à l'œuvre artistique du plasticien Mbaye Babacar Diouf. 700 kilos de bronze brut, 100 perles géantes, une œuvre d'art à travers laquelle le plasticien rend hommage à la religion et à la spiritualité. Le chapelet géant est actuellement exposé au musée Théodore Monod d'art africain. Ibou Diouf et Youssou Baro ont rencontrer l'artiste. C'est parti pour le dossier culture de ce vendredi. Perle de lumière permet à l'artiste de parler du chapelet, une démarche spirituelle de Mbaye Babacar Diouf. Qui m'a pris plus de 2 ans de travail. C'était pour moi l'occasion de rendre hommage à la spiritualité du moyen général et au soufisme et plus particulièrement à ma voix tidjane. Un travail qui marque l'aboutissement d'un processus de réflexion artistique. Qui a débuté depuis 2014 dans le cadre de mon travail sur la spiritualité, sur les signes, sur les symboles, sur la profondeur, ainsi de suite. Un artiste à la tête d'une équipe pour réussir à inscrire les 99 noms d'Allah sur ses perles. J'ai pu travailler avec un fondeur qui a aussi son équipe. Il y a presque 15 personnes qui ont eu à mettre la main pour ce travail-là, donc qui ont aussi à bénéficier économiquement en fait, de la réalisation de cette pièce, depuis l'achat de cire d'abeille, de bronze, de charbon, de bois, de frais d'installation, ainsi de suite. Mbaye Babacar Diouf est artiste et talibé tidjane entre conviction et talent pour guider une démarche artistique. Et mes propres convictions en tant que musulman et en tant que tidjane, ces convictions devraient et vont effectivement influencer en fait ma démarche artistique. Les perles de lumière, c'est aussi 700 kg de bronze, 100 perles sur lesquelles sont inscrites les 99 noms de Dieu, une sorte d'hommage, ce symbole fort du chapelet. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de vos programmes habituels avec dans un instant les 5 minutes de Pape Anne, suivi de Ziyar, de Ya Awa et puis Quartier Général avec comme invité ce soir l'ancien Premier ministre Aminata Touré. Je vous donne rendez-vous pour ma part demain à 20h pour un nouveau journal. Très bonne soirée.